C'est l'un des documents les plus importants pour comprendre comment la ville est en train de se construire et où va l'urbanisme français. Le contenu de la réglementation environnementale 2020 vient d'être officiellement dévoilé par le gouvernement. Elle succédera donc à l'été 2021 à la réglementation thermique précédente, la fameuse RT 2012. Et autant vous le dire, beaucoup de choses vont changer, on vous explique tout. Alors les réglementations thermiques existent depuis les années 70 et ont été inventées pour faire suite au choc pétrolier avec un objectif majeur, un objectif numéro un qui est tout simplement la réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments. Et évidemment cet objectif reste d'une actualité particulièrement forte. C'est donc le pilier numéro un de la réglementation environnementale 2020. Les objectifs sont renforcés de 30% par rapport à la RT 2012 sur le chauffage, la climatisation et la lumière. Toutes les personnes amenées à construire, que ce soit des particuliers ou des professionnels, vont donc devoir se poser la question de ce qu'on appelle la conception bioclimatique, l'isolation des bâtiments, leur orientation, les apports de lumière, les apports de chaleur et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Les choses ont beaucoup changé depuis les années 70 et notamment le climat a fait éruption comme un des sujets majeurs qui va devoir concentrer tous nos efforts dans les décennies à venir. La réglementation environnementale va prendre en compte ces questions-là, notamment au travers du confort d'été, c'est-à-dire comment empêcher qu'il fasse trop chaud trop longtemps lors des pics de chaleur et les épisodes caniculaires. La grande nouveauté de ce point de vue-là, c'est la notion de degré-heure qui fait son entrée dans la réglementation. Alors c'est un calcul un petit peu complexe qui vise à pénaliser, voire interdire des logements peu adaptés à ces épisodes extrêmes. À nouveau, ce sont des solutions bioclimatiques qui doivent être recherchées pour une climatisation dite passive, par opposition à une climatisation active, la bonne vieille clim que tout le monde connaît. Favoriser la ventilation naturelle, limiter les apports de soleil, etc. Troisième objectif, pour la première fois, la réglementation environnementale va imposer des baisses d'émissions de carbone dans les bâtiments neufs. Le gros des émissions, en l'occurrence, c'est le chauffage. Et donc, après avoir interdit les chaudières à fioul, ce sont les chaudières à gaz qui vont être progressivement interdites à compter de 2024. Toutes les solutions fossiles étant désormais bannies, il va falloir se concentrer pour le chauffage sur des solutions électriques ou renouvelables comme les chaudières à bois ou la géothermie. Ça, c'est pour les émissions de carbone pendant toute la vie du bâtiment. Mais la réglementation environnementale s'intéresse également à la construction en tant que telle. Et pour s'y attaquer, il faut nécessairement s'interroger sur les matériaux de construction. Et donc essayer de limiter au maximum les matériaux les plus émissifs comme le béton ou l'acier. Pour les remplacer, l'État mise sur les matériaux biosourcés comme la paille ou le bois, qui se trouvent en quantité très abondante sur le territoire français et qui présentent un bilan carbone nettement avantageux. Alors les réactions ont fusé de toutes parts concernant ces annonces, aussi bien du côté de la Fédération française du bâtiment que de la Fédération des promoteurs immobiliers qui jugent que cette réglementation est très restrictive et qu'elle risque en quelque sorte de pénaliser, voire de casser l'industrie de la construction qui représente énormément d'emplois et qui a par ailleurs de nombreux défis devant elle, comme la crise du logement par exemple. En cause, d'après eux, une hausse des coûts de construction, évaluée quelque part entre 10 et 15% à terme, sauf que comme l'a rappelé l'État, ces objectifs nouveaux vont monter progressivement en puissance et vont permettre aux filières de se développer, de se structurer et d'amortir ces surcoûts. D'ailleurs, la question s'était déjà posée exactement dans les mêmes termes il y a une dizaine d'années lors de la RT 2012. On estimait déjà à l'époque que les mesures mises en œuvre allaient renchérir du même ordre de grandeur la construction neuve. Pour d'autres, au contraire, c'est plutôt une excellente nouvelle. Je pense en particulier à la filière bois qui va trouver là une opportunité de développement assez unique dans les années à venir. Et je vous propose qu'on en parle tout de suite avec Céline Laurent, qui est déléguée générale de l'interprofession FIBois, qui représente donc toutes les entreprises de la filière bois en Île-de-France, de l'amont, c'est-à-dire de la forêt, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la ville. Merci Céline Laurent d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, pour la première fois, le droit français va rendre, pour ainsi dire, presque obligatoire le recours au bois dans certaines proportions dans les constructions neuves. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour la filière que tu représentes. Bah, effectivement, c'est vraiment une bonne nouvelle que cette RE 2020 prenne en compte en fait toute la capacité du bois et des autres matériaux biosourcés comme le chanvre ou la paille de stocker du carbone tout au long de la vie. Et donc, grâce à ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie du produit, on va vraiment pouvoir mettre en avant à la fois le côté renouvelable
de la ressource, qui est le bois ou les autres biosourcés, mais également sa capacité à réduire l'empreinte carbone via le stockage. Et ça, c'est un gros progrès et on est vraiment ravis que ce soit reconnu dans le cadre d'une logique réglementaire et donc législative, qui va vraiment donner un coup de boost à la filière qui se prépare depuis maintenant une dizaine d'années à rentrer, à devenir vraiment une filière dynamique et à être dans des logiques de massification, puisque c'est déjà le cas dans d'autres pays en dehors de la France où ça ne pose aucun souci. Alors on entend ça et là que la nouvelle réglementation risque de renchérir énormément les coûts de construction, en particulier à cause du recours au bois. Tu en penses quoi? Alors sur la question du coût, c'est une question assez complexe. Aujourd'hui, il faut vraiment rentrer dans le détail du type de construction jusqu'à R+4, c'est-à-dire 4 étages, des petits collectifs, des maisons individuelles. On a quasi aucun surcoût, voire parfois même la construction bois est moins chère que la construction béton traditionnelle. On a vraiment fait des études précises là-dessus et on se rend compte que on peut vraiment gagner, notamment en délai et qui impacte sur le coût de construction. Au-delà de R+4, R+5, il peut y avoir aujourd'hui un certain nombre de surcoûts qui est lié en fait à l'ingénierie et à la culture du bâtiment en France, qui est très liée à la culture béton. Et donc, il va falloir aussi travailler sur un changement culturel, c'est-à-dire plus de temps d'études et moins de temps de travaux, pour travailler sur le coût global de la construction et le coût global du chantier. Donc aujourd'hui, sur un immeuble R+6, par exemple, ou R+7, on imagine à peu près, on estime un surcoût entre 5 et 10%. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer aujourd'hui. Hein. C'est comme quand on choisit de consommer bio, on est prêt à payer un peu plus cher, mais on peut imaginer que ces surcoûts vont être au fur et à mesure que la filière va se structurer, de plus en plus amoindris, notamment également dans des logiques d'ingénierie où on va former l'ensemble des bureaux d'études, des constructeurs, etc., à intégrer le bois dès le départ dans la conception du bâtiment. Oui, et puis quand tu parles de la filière, c'est toutes les entreprises qui la composent, hein, qui peuvent être des scieurs, des charpentiers, des industriels, des constructeurs. Exactement. En fait, c'est vraiment ce qui est important de comprendre, c'est que via cette RE 2020, mais on n'a pas attendu la RE 2020 pour se structurer, c'est l'ensemble de la filière, de l'amont, c'est-à-dire de la ressource en bois, en passant par les scieurs, les charpentiers, les constructeurs bois, les architectes, puis les maîtres d'ouvrage qui vont commander les différents bâtiments. C'est l'ensemble de cette filière qui est en capacité, en fait, de répondre et surtout de se structurer, de s'intégrer pour faire diminuer aussi les prix, puisqu'on va aller dans des logiques de massification, d'augmentation du volume, du nombre de bois, et donc on peut imaginer d'avoir des plus grosses usines ou un certain nombre d'industries qui reviennent en France, et c'est totalement en lien d'ailleurs avec le plan de relance qui est en cours là, post-Covid, par le gouvernement. Alors tu le disais, il faut s'attendre à ce que le bois se massifie, se démocratise. D'ailleurs, le ministère évoque un recours quasi systématique au bois, en tout cas sur les maisons et le petit collectif. Est-ce que la filière est prête à absorber cette demande? Alors, la filière est préparée depuis un certain temps. Il y a vraiment des localités en France, par exemple en Alsace, où on est quasiment déjà à 10% de construction bois dans l'ensemble de la construction. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en cours. On est plus que émergent. Et sur les petits collectifs et les maisons individuelles, on a un recours quasi systématique à ce qu'on appelle comme procédé constructif l'ossature bois. Donc c'est aujourd'hui à peu près 80% des procédés constructifs de la filière bois, c'est l'ossature bois, et on a aujourd'hui les capacités par des industriels de la filière, charpentiers, constructeurs, scieurs, à répondre totalement à cette demande, même si elle était amenée à se multiplier et à se démocratiser comme tu l'indiques. Sur le sujet de la ressource, puisque là on était vraiment sur le sujet de la transformation, si on va sur la ressource, est-ce que les forêts françaises sont en capacité de répondre à cette demande-là? Donc on sait que
la plupart de la structure utilise plutôt des résineux. Donc nous, on a de la chance d'avoir quand même, certes, beaucoup de feuillus en France, mais à peu près 30% de nos forêts, c'est des résineux. Donc dans les Landes, dans les Vosges, dans le Jura, dans le Grand Est, etc. Et aujourd'hui, on utilise à peu près 55% de l'accroissement naturel de la forêt. Donc, on est loin d'être dans l'utilisation totale. On a encore de la marge pour utiliser et exploiter, entre guillemets, de manière durable et raisonnable, la forêt française. Et alors Céline, on parlait de structuration de filières et d'initiatives prises pour la favoriser. Je crois savoir que FIBOis Île-de-France, que tu représentes, n'a pas attendu l'arrivée de la nouvelle réglementation pour monter en puissance et faire monter en puissance la construction bois. Effectivement, on a devancé de peu l'arrivée de la RE 2020 en signant le 5 novembre dernier le pacte bois construction, qui est en fait un outil qui a été qui permet à un certain nombre de maîtres d'ouvrage et d'aménageurs franciliens en l'occurrence, mais ça a vocation à être nationalisé ou en tout cas homogénéisé à l'échelle nationale si certains veulent s'en emparer, pardon. Donc ce pacte, en fait, ce sont des engagements de 28 maîtres d'ouvrage aujourd'hui, et les collectivités comme la ville de Paris, la métropole du Grand Paris vont aussi nous rejoindre a priori en début d'année 2021 pour s'engager sur une part de leur construction bois, donc 10, 20 ou 40% de leur construction bois, en plus en s'engageant sur une part de bois français, donc à minimum 30%. Avec en plus une certification PEFC ou FSC pour vraiment insister sur la gestion durable de la forêt. Donc c'est un choc un peu de la demande au niveau francilien, et comme on sait que la l'Île-de-France représente 30% du PIB français et 30% à peu près de la construction en France, ça va tirer toute la filière française. On voit bien la force que ça peut avoir, et aujourd'hui on est contacté par de nombreux autres promoteurs, bailleurs ou aménageurs pour rentrer dans le pacte. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir lancé cette dynamique. Alors, tu as cité des maîtres d'ouvrage publics et des aménageurs. Il y a aussi des maîtres d'ouvrage privés, des promoteurs immobiliers qui ont signé ce pacte. Complètement. Alors, on a de nombreux maîtres d'ouvrage privés, des promoteurs. C'est un peu la différence avec la première charte qui avait été initiée en 2015. Là, on l'a ouvert à des promoteurs privés, soit des promoteurs privés qui étaient déjà engagés dans la construction bois, comme Oudéum, REI, ou des plus petits promoteurs comme Canea, par exemple, qui ont déjà fait du bois leur ADN et qui vont s'engager au-delà pour aller vers, par exemple, 80% de bois français, vont s'engager sur des engagements complémentaires démonstrateurs, ou des promoteurs plutôt classiques, on va dire, comme Link City, Bouygues Immobilier, ICAD, qui là se sont engagés fortement sur un changement de culture, et qui sont prêts aujourd'hui à se dire qu'ils vont construire dans les 4 ans 10% de leur production en bois. Et on peut dire que ça fait en tout l'ensemble du pacte, c'est à peu près 1 200 000 mètres carrés qui devraient sortir dans les 4 ans à venir en bois. Merci Céline d'avoir répondu à mes questions. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Demain Matin. On va continuer à suivre de très près l'actualité environnementale, l'actualité de nos villes, la filière bois évidemment qui nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous faire signe sur les réseaux sociaux à travers un like ou un commentaire, et à partager largement autour de vous. Tout votre soutien est grandement apprécié. Merci et à demain matin.